Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 1945. Nous sommes le jeudi 31 octobre 2024. Au sommaire de ce journal, le ministère des Ressources animales et halieutiques sonne la fin du repos biologique des lacs de Buyo et de Kossou. La pêche reprend de plus belle. Et on lève un coin de voile sur le métier de médecin militaire, une composante médicale de la défense ivoirienne. Enfin, ce soir, on évoque un sujet d'intérêt général, les finances dans le couple. On l'a annoncé en titre de cette édition, on ouvre avec une bonne nouvelle pour les pêcheurs qui opèrent sur les lacs de Kossou et de Buyo. Après 2 mois de fermeture en raison du repos biologique, le ministère des Ressources animales et halieutiques abroge ce 1er novembre 2024 à minuit la décision de clôture de ces 2 étendues d'eau. Les précisions avec Chelina Lebonsoro et Cécile Itoni-Silla. Le 23 avril 2023, le gouvernement ivoirien a adopté un décret établissant une période annuelle d'interdiction et de fermeture saisonnière des pêches. Conformément à ses engagements internationaux, cette décision vise à réguler et à mettre en œuvre des stratégies de gestion durable des pêcheries qui ont connu une diminution ces dernières années. Ce repos biologique s'est progressivement étendu sur les plans d'eau, notamment les lagunes Abi et de Grand Laou d'une part, puis les lacs de Buyo et Kossou en 2024. Ainsi, après 2 mois de fermeture, aujourd'hui 31 octobre 2024 marque la fin du repos biologique en vigueur sur les lacs de Buyo et de Kossou. Par conséquent, je déclare ouverte la pêche sur les lacs de Buyo et de Kossou et j'invite les pêcheurs à reprendre leurs activités dès le 1er novembre 2024 à partir de 0h01. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a souligné que la réouverture de la pêche ne doit pas être interprétée comme un retour aux pratiques nuisibles. C'est pourquoi je tiens à souligner que cette réouverture ne doit pas être perçue comme un retour à l'exploitation irresponsable et en appel au sens de responsabilité de tous les acteurs, au respect rigoureux de la réglementation. Car à l'occasion de ces ouvertures annoncées, les activités de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches seront renforcées et les infractions punies conformément à la réglementation en vigueur. La Côte d'Ivoire ne couvre actuellement que 18% de ses besoins en poissons, restant ainsi fortement dépendante des importations qui représentent 82% de sa consommation, soit environ 400 000 tonnes par an. À présent, on s'intéresse à une corporation moins bien connue, le médecin militaire en Côte d'Ivoire. C'est un professionnel qui exerce son activité au sein d'une unité, d'un hôpital des armées ou d'un centre de recherche. Il intervient auprès de patients militaires et civils. Ses missions sont assez proches de celles d'un médecin classique, si ce n'est qu'elles sont effectuées dans le cadre des institutions de l'armée ivoirienne. Alors, comment devenir médecin militaire? C'est un reportage de Francis Kofi, commenté par Félicien Biao. Médecin généraliste, le commandant Niolé Marina exerce au sein de l'armée depuis près de 10 ans. Passionnée de son métier, elle occupe actuellement le poste de médecin-chef du bataillon de commandement et de soutien, ayant intégré la fonction de médecin militaire après l'obtention de son doctorat. Bien que traditionnellement dédiée aux hommes, elle a su s'imposer grâce à ses compétences et à son leadership. Il faut dire que le leadership de la femme en général est de plus en plus reconnu par notre hiérarchie. Ce qui fait que, en fait, la féminisation des armées aujourd'hui est en faveur des femmes. Donc, nous avons des dispositions qui sont prises pour pouvoir faciliter notre progression dans cette carrière. Rattachés au service de santé des armées, les médecins militaires exercent au sein des antennes médicales militaires, des hôpitaux militaires ou des centres de recherche. Pour exercer en tant que médecin militaire en Côte d'Ivoire, plusieurs conditions doivent être remplies. Il y a 2 voies pour être médecin militaire en Côte d'Ivoire. C'est que soit on est ancien enfant de troupe, on finit avec un bac scientifique et à l'issue de la carrière universitaire, on rentre directement dans l'armée en tant que médecin militaire. Ou alors on n'a pas été dans une école militaire, on a fait un circuit normal, comme nous on le dit communément au civil, on fait les facultés de santé et à l'issue de la soutenance de doctorat, on passe le concours d'entrée dans l'armée, donc c'est le concours d'entrée à l'Académie des Forces armées. Et à l'issue d'une formation militaire d'1 an, on sort pour faire une formation, un stage d'1 an également à l'école militaire de santé, et puis on devient médecin militaire. À l'occasion de la 9e édition des Journées ivoiriennes de la médecine militaire, un cadre d'échange et de partage d'expériences, certains médecins militaires ont mis en avant leur rôle au sein de ce corps de métier. Moi, en tant que chirurgien dentiste militaire, mon rôle,
c'est la prise en charge des affections bucco-dentaires des éléments du groupement, du GSPM, leurs familles, ainsi que la population civile. Aussi de tous les autres militaires. Mon rôle, c'est de faire les consultations des militaires, de leurs familles, également aussi les visites médicales des militaires. Voilà. Pour ceux qui vont devoir aller en mission, tout et tout, il faudra faire les consultations, les visites médicales de routine. Médecin généraliste, spécialiste hospitalier ou chercheur, le médecin militaire assure le soutien médical des forces armées au sein du service de santé des armées et lors des opérations extérieures où il traite les blessés et fournit des soins d'urgence. Dans les hôpitaux militaires, le médecin militaire est également amené à soigner des patients civils. Vous l'avez sûrement déjà entendu, l'homme est le chef de la famille. Cette assertion est bien connue depuis des siècles. Et à ce titre, l'homme était amené à prendre en charge toutes les dépenses pour le bien-être conjugal. Aujourd'hui, l'homme et la femme ont la responsabilité du couple du point de vue légal et les rémunérations financières entre les deux parties se sont équilibrées. Dans ce contexte du XXIe siècle, qui doit assumer les plus grosses charges de la maison? Qu'en pensent les populations, spécialistes matrimoniaux et guides religieux? André Sémian et Mohamed Sen répondaient à cette problématique dans ce grand angle commenté par Karel Dablé. En Côte d'Ivoire, la loi sur le mariage de 2019 impose un partage équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Dans un contexte où l'égalité des sexes est de plus en plus valorisée, la question se pose. Qui doit porter les charges les plus lourdes du foyer? Est-ce l'homme, la femme ou simplement celui ayant des ressources financières les plus importantes? Depuis la nuit des temps, l'homme est le chef de la famille. Et en tant que chef, c'est toi qui dois prendre le plus de charges dans la famille. Maintenant, si peut-être la femme elle a un revenu plus que l'homme, elle estime que selon tes revenus, elle peut te venir en aide. Il n'y a pas de problème. La femme peut aider l'homme dans les dépenses de la maison, mais dans la grande partie, c'est l'homme qui a la grande charge de la famille, des enfants, du loyer, de la nourriture, tout. C'est l'homme qui doit prendre les plus grandes charges de la maison. Maintenant, au cas où la femme elle a le salaire le plus élevé que l'homme, elle peut venir en aide à son homme. Elle peut venir en aide de façon équitable à son homme. Moi, je ne vais pas statuer pour dire que forcément l'homme, ça va dépendre. L'homme peut prendre les charges, mais si arrivé à un certain moment, les choses peuvent basculer dans ses affaires, que la femme a le pouvoir de l'aider, elle peut l'aider, ce n'est pas un problème. Dans un contexte d'inflation élevée, la gestion des dépenses au sein des couples est cruciale pour maintenir l'équilibre familial. Jean-François Yoman, coach matrimonial avec près de 20 ans d'expérience, souligne que les questions financières devraient être mieux négociées pour favoriser le bonheur familial. Il propose une approche novatrice axée sur la collaboration et le partage des responsabilités. Il faut peut-être être dans un partage équilibré des charges et regarder en fait finalement une sorte de budget du couple et pas ce que chacun apporte. C'est-à-dire que dans la conception que nous avons de la vie de couple, il n'y a pas l'argent de monsieur, il n'y a pas l'argent de madame, il y a l'argent du couple. Donc même si monsieur apporte 80% des revenus et que madame en apporte 20%, on a 100% et ce sont ces 100% qui deviennent le budget que la famille est amenée à gérer. À ce moment-là, on va se poser la question de savoir qui gère ces 100%-là ou ce budget-là. Et ça donne lieu justement à une autre approche de gestion du budget familial. La question de la responsabilité des charges au sein du couple trouve des réponses dans la religion. Ibrahim Koné, imam à la mosquée d'Abobo Sojefia à Abidjan, affirme que selon l'islam, c'est à l'homme de porter les principales responsabilités financières au sein du couple. Cette perspective souligne un modèle traditionnel où l'homme est considéré comme le principal pourvoyeur, tandis que la femme est encouragée à se concentrer sur la gestion du foyer et des enfants. En islam, l'homme est le chef de famille. L'homme est le chef de famille et donc c'est lui qui doit prendre en charge son épouse entièrement. Quand je dis en charge entièrement, il doit la loger, il doit l'habiller, il doit la nourrir et il doit la soigner. Ça lui revient, c'est son devoir. C'est le devoir que l'homme a envers la femme. Évidemment, la femme aussi a le droit de s'occuper de la maison, de s'occuper de l'homme, de faire tout ce qui est bon, tout ce qu'il aime. Voilà. Mais c'est lui qui prend la femme en charge entièrement. Donc les charges ne sont pas partagées en islam entre un homme et une femme. Mais la femme, volontairement, peut apporter sa contribution dans le foyer.
Si la femme a des moyens, elle peut aider son mari. Ce n'est pas une obligation, mais elle peut le faire. Depuis 15 ans, Justin Kwaku, qui accompagne les pasteurs dans le bien-être des couples, souligne que c'est principalement à l'homme de prendre soin de la famille. Cette approche vise à favoriser l'épanouissement mutuel des partenaires dans le mariage. Dans le cadre chrétien, il ne faut pas regarder les individus. L'homme, à l'origine, est responsabilisé pour s'occuper de sa famille. Dieu confie à l'homme la mission de pouvoir s'occuper de sa maison, de son épouse, de ses enfants et tout cela. Mais il arrive effectivement que les ressources de l'homme peuvent être réduites, et quel que soit le niveau donc, des ressources de l'homme, la femme vient en aide. Voilà, elle vient en complément. Et il est donc essentiel, tant pour l'homme que pour la femme, d'établir un accord préalable concernant la gestion des dépenses au sein du couple. Peu importe les revenus de chacun, il est conseillé de regrouper les ressources financières afin de couvrir les dépenses communes. Un sentiment d'égoïsme concernant ses propres revenus peut perturber l'équilibre de la relation. Je vous emmène à l'intérieur du pays, dans la commune de Mbayakro. Chaque année, au cœur de la saison des récoltes, l'un des villages de la commune, celui de Kwassikro, se transforme en un véritable théâtre de tradition et de festivités pour célébrer l'Igname. Cette année, l'événement a été couronné de succès. La fête de l'Igname 2024 à Kwassikro, c'est un reportage de Sandrine Quadio et Ahmed Badini. Il est 19 h quand l'équipe de reportage prend la route de Kwassikro, un village situé à 10 km de Mbayakro. Le lendemain de notre arrivée, le village célèbre la fête des Ignames. Quelques heures avant la célébration, les anciens du village se réunissent pour un moment de communion. Sous ce préau, vous ne rencontrerez aucun jeune. Il faut avoir au moins 50 ans pour participer aux échanges. Le bal des anciens est une soirée festive qui annonce la célébration de demain. Chaque année, nous dansons l'ancienneté. Ça, c'est le bal des anciens. C'est pourquoi la musique, c'est pour les anciens. Ce vendredi-là est jour de fête. Tôt le matin, les femmes se mobilisent dans la cuisine. Certaines y sont présentes depuis la veille. Venant des 45 villages du canton Adjéabé, chacune apporte son savoir-faire culinaire pour garantir le succès de la célébration. Cette journée leur appartient également, car elles ont toute une plantation d'igname à honorer. Puisque nous les femmes, nous-mêmes, nous avons nos champs. On fait des champs comme les garçons. Donc, on doit forcément tout présenter, parce que c'est la nourriture de chez nous. On était sur pied jeudi à 20 h. On a commencé à préparer. Alors que les femmes s'affairent en cuisine, l'ambiance dans la cour est tout autre. Cet espace est réservé aux hommes qui se livrent à des jeux traditionnels pour célébrer ce moment d'allégresse. À Kwassikro, la fête des Ignames ne serait pas complète sans ces divertissements. C'est ici que nous avons rencontré Moïse, un ancien militaire à la retraite. Résident à Abidjan, il est venu spécialement pour cette célébration, une tradition qu'il ne manque jamais de respecter. Ces jeux-là sont pratiqués, n'est-ce pas, pour les retrouvailles, pour que pendant des moments comme celui-ci, nous puissions, n'est-ce pas, jouer, nous amuser. La célébration de l'Igname est l'occasion de purifier le village. Le moment est ponctué par une série de rituels comprenant des danses traditionnelles, des chants et des offrandes aux ancêtres. Les rues de Kwassikro sont en effervescence. Tout le monde se dirige vers la place publique. En présence des autorités locales et des notables, le chef de canton ouvre la cérémonie en priant pour une récolte abondante. À cette occasion, l'Igname, vedette de la fête, est présentée avec fierté. Et voilà, effectivement, présenter les deux façons. Le bal est ouvert. Les festivités peuvent débuter. Les différentes danses, avec les participations et les prestations, nous pensons que l'après-midi sera si populaire que chacun d'entre nous sera fier d'être originaire de ce canton. Le bal est ouvert. Avec son ambiance festive, cette tradition riche et son esprit communautaire, la fête de l'Igname attire l'attention et unit les cœurs. Les habitants de Kwassikro peuvent être fiers de cet événement qui, année après année, célèbre leur identité et leur héritage. L'édition de cette année a marqué le début d'un avenir prometteur où la culture et la solidarité vont continuer de briller. L'actualité continue à l'international.
Le monde est secoué par une série de tensions sociales, politiques et humanitaires. Au Burkina Faso, un retour aux idéaux de Thomas Sankara vise à raviver le patriotisme, tandis que l'Ouganda fait face à une crise humanitaire croissante dans les camps des réfugiés. Pendant ce temps, la violence au Moyen-Orient entre Israël et le Hezbollah s'intensifie. Et en Afghanistan, le régime des talibans multiplie les restrictions, réduisant le droit des femmes au silence. Reportage. Le Burkina Faso traverse un tournant historique avec l'adoption hier, 30 octobre, d'une réforme constitutionnelle par le Parlement de transition. La devise nationale « La patrie ou la mort, nous vaincrons », emblématique de Thomas Sankara, fait son retour au cœur de l'identité nationale, remplaçant Unité, Progrès, Justice, instaurée en 1997 sous Blaise Compaoré. Selon le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, ce retour vise à raviver l'esprit patriotique des Burkinabés. Parallèlement, une autre mesure importante accorde au Parlement le pouvoir d'autoriser l'entrée du Burkina Faso dans une confédération ou fédération avec d'autres États africains, sans recourir à un référendum en cas d'urgence, tout en préservant le principe de consultation populaire comme priorité. La crise humanitaire s'aggrave en Afrique de l'Est, notamment au camp de réfugiés de Rwamondja, dans le sud-ouest de l'Ouganda, qui fait face à de graves pénuries. Plus de 99 000 réfugiés, comme Agnès Boulaba, peinent à survivre avec des rations alimentaires réduites de 40%. L'Ouganda, principalement pays d'accueil en Afrique avec plus de 1,7 million de réfugiés, rencontre des difficultés pour trouver les financements nécessaires afin de répondre aux besoins de ces populations vulnérables. Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies, met en garde contre le déficit de financement qui complique les efforts humanitaires alors que chaque mois, 10 000 nouveaux réfugiés arrivent, augmentant ainsi la pression sur des ressources déjà limitées. À cette crise humanitaire s'ajoute une intensification des tensions au Moyen-Orient où le Liban et Israël se retrouvent à nouveau au bord du conflit. Des frappes aériennes israéliennes ont récemment causé la mort de 7 personnes et blessé 3 autres dans le sud du Liban, selon l'Agence nationale d'information libanaise. Israël a ciblé plusieurs zones stratégiques en utilisant des obus ou phosphore blanc, une substance interdite dans les zones peuplées, aggravant ainsi la situation. Le Hezbollah, désormais dirigé par Naïm Qassem, continue sa résistance et menace d'intensifier le conflit tant que le retrait des forces israéliennes et le déploiement de l'armée libanaise ne seront pas garantis. En Afghanistan, les droits des femmes continuent de s'effondrer sous les régimes des talibans. Le ministre de la Vertu, Mohammad Khalid Hanafi, a récemment interdit aux femmes de réciter le Coran à voix haute, même en présence d'autres femmes, une décision qui soulève des inquiétudes quant à leur capacité à communiquer. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont multiplié les restrictions à l'encontre des femmes, leur interdisant de chanter, de lire en public et limitant leur interaction en dehors du foyer. Face à cette répression croissante, Amnesty International appelle la communauté internationale à agir tant que des militantes se mobilisent sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces violences et défendre les droits des Afghanes. Demain, 1er novembre, est un jour férié. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le 1er novembre n'est pas la fête des morts, mais des saints. En effet, depuis 1914, la communauté chrétienne célèbre la Toussaint. Et comme son nom l'indique, c'est la fête de tous les saints et l'Église honore tous ses fidèles. On arrive au terme de cette édition. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. La suite du Grand Talk, c'est dans un instant. Bonsoir.